Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo au sujet d'un lieu vraiment pas connu, je dirais même pratiquement pas connu, même des Japonais eux-mêmes. Ça s'appelle Ichino-Oden. En même temps, je vais ouvrir une parenthèse et je vais vous présenter une collection de livres en français très intéressants sur le sujet. Ça parle des lieux, justement, qui sont méconnus du grand public. Donc, c'est une très belle collection de livres. C'est en 3 volumes. C'est écrit en français. Donc, c'est Secret Japon. Ça, c'est le tome 1. Ça parle, bien sûr, de la civilisation Jomon, qui n'est pas très connue du grand public, surtout à l'international, et des fameuses figurines d'argile qu'on appelle les dogu, qui ont quand même une apparence, on pourrait dire, assez étrange, et que même aujourd'hui, les archéologues n'arrivent pas exactement à cerner, autrement dit, à savoir à quoi exactement ça servait. Tout ce qu'on sait, c'est que ça représente des humanoïdes, mais vraiment, ils ont vraiment une apparence assez spéciale. Moi, je les aime bien. Je collectionne aussi ces figurines-là, imitation bien sûr, parce que les originaux sont dans des musées de Tokyo. Donc voilà, le tome 1 parle principalement de la civilisation Jomon, qui était la civilisation préhistorique du Japon, et des figurines d'argile. Vous avez le numéro 2, qui lui parle de certains lieux, dont le fameux Ichino-Oden et plein d'autres mégalithes. Donc, ça, c'est le numéro 2. Donc, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est ça ici, le Ichino-Oden. Donc, ça, c'est, ben, vous voyez, si vous pouvez voir comme il faut, Ichino-Oden. Donc, c'est vraiment un endroit très spécial parce qu'après cette courte vidéo, je vais vous laisser avec ma vidéo où je suis allée visiter justement ce lieu-là qui est environ à 3 heures de route de chez moi. C'est dans la préfecture de Hyogo. C'est pas très loin de Kobe et de Osaka. Donc, c'est quand même assez facile d'accès pour tout le monde. Si vous allez, par exemple, visiter le château de Himeji qui est à Hyogo, bon, vous prenez un train, vous vous rendez très facilement à ce sanctuaire-là. C'est quand même spécial que ça ne soit pas vraiment connu, mais bon, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui s'intéresse aussi à l'ésotérisme, au mystère ou les choses comme ça. Moi, je suis vraiment très passionnée de tout ce qui est mystérieux. Et j'aime bien aussi sortir des sentiers battus. Bien souvent, une personne, elle va dire, bon, je vais aller au Japon. Bon, elle va acheter un guide dans une librairie et puis elle va s'en tenir à ce que le guide suggère les gros spots touristiques, quoi, là, Tokyo, Osaka, Kyoto, bon, les endroits vraiment connus. Et beaucoup de gens aussi me disent, ouais, mais le Japon, c'est juste des tours de cristal, c'est des cités modernes, c'est pas une grosse différence avec Toronto, Montréal, Paris. Mais non, justement, il faut vivre ici pour comprendre que le Japon ne se limite pas à Tokyo, mais qu'il y a aussi des lieux sauvages, une très belle nature, dont j'aurai aussi l'occasion de vous faire partager. Ceux qui aiment l'alpinisme, les randonnées en forêt ou en montagne, vous avez tout ça au Japon, c'est juste qu'on n'en parle pas. La plupart des gens, quand on pense Japon, on pense Tokyo, on pense aux animés, on pense, bon, vous voyez, la vie moderne, la musique techno, la musique électronique, bon, les néons qui flashent de tous les côtés, c'est l'image qu'on a du Japon. Alors, les robots, bien sûr. Donc, quand on pense Japon, on pense à tout ce qui est électronique, tout ce qui est futuriste. Mais je dirais que c'est une grave erreur parce que depuis le temps que j'habite ici, je suis vraiment bien en mesure de
vous dire que le Japon ne se limite vraiment pas à la vie, je veux dire, au futurisme, au moderne, des trucs comme ça, qui a aussi de la belle nature, mais qui a aussi une facette ésotérique. Il y a des lieux mystérieux quand on pense, par exemple, des menhirs. Bon, on va penser à la Bretagne, par exemple, en France. Bon, mais il y a aussi ces sites-là au Japon. Il y a aussi des menhirs au Japon. Il y a des mégalithes, il y a des cités cyclopiennes. Ça regorge autrement dit, d'ésotérisme. Souvent, les gens vont dire ils veulent faire des voyages à caractère ésotérique. Ils vont souvent aller au Pérou, ils vont souvent aller en Égypte, ils vont aller, par exemple, au Mexique, à Cozumel, des endroits comme ça. C'est des endroits qu'ils appellent des hotspots, des power spots. Donc, souvent, les gens vont aller là parce qu'ils savent que ça a une très, très, très forte connotation ésotérique. Mais on ne pense pas forcément que le Japon a aussi cet héritage ésotérique, mystérieux, mais on n'en parle tout simplement pas. Les gens, OK, ils vont dire, OK, je vais aller au Pérou. Bon, c'est souvent les destinations de prédilection pour ceux qui sont fascinés par l'ufologie, par exemple, ou les civilisations mystérieuses disparues. Donc, souvent, c'est ça, c'est Pérou, automatiquement, le Mexique et l'Égypte, et bon, tout ça, mais on oublie qu'il y a beaucoup d'autres pays qui ont aussi leur part d'histoire mystérieuse. Donc, le Japon regorge de lieux de très haute énergie. On peut vraiment sentir l'énergie tellurique qui se dégage de ces endroits-là, parce que c'est vrai, c'est tout les lieux qui ont été choisis pour construire ces monuments-là n'ont pas été choisis au hasard. C'est vraiment en relation avec l'astronomie et tout ça. Donc, on ressent vraiment une énergie quand on visite ces lieux-là, autant que quand on va aller visiter des lieux en France, les cathédrales aussi qui sont construites sur des endroits vraiment très, très spécifiques en relation avec les étoiles, avec le cosmos et aussi les courants telluriques terrestres et tout ça. Donc, c'est pas des lieux qui ont été choisis au hasard, contrairement à ce que la plupart des gens pourraient penser. Donc, c'est exactement la même chose ici au Japon. Donc, l'endroit dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est Ishino-Hoden, j'ai vraiment senti qu'il y avait une énergie très spéciale qui se dégageait de ce lieu-là. Et aussi, ben ça, c'est le 3e tome. Donc, ça va surtout parler, bon, pour mes amis ici qui sont passionnés de la plongée sous-marine, il y aurait à Okinawa des cités englouties, OK? Et quand des plongeurs vont visiter ces cités-là, on voit bien que c'est une construction humaine, hein, que c'est pas un récif naturel, c'est vraiment des constructions humaines. Il y a des pyramides, il y a vraiment, c'est vraiment spécial et c'est bizarre qu'on n'en parle pas parce que ça serait peut-être en relation avec le fameux continent Mu, ou Mou, mais je dis plutôt Mu, qui aurait été englouti à peu près à la même période que l'Atlantide. Donc, c'est vraiment très bien. Donc, ces livres-là, vous pouvez les trouver sur Amazon, OK? C'est en français. Donc, Secret Japon, retenez bien ça. Donc, vous pouvez les acheter, bien sûr, séparément. Donc, vous pouvez commencer par le tome 1, le tome 2, mais ça se vend environ 10 €. J'ai les payé 10 € chaque, 10 $, l'équivalent de 10 $, 10 €. Donc, c'est pas vraiment très cher et ça se trouve sur Amazon. Donc, Secret Japon, c'est en français. Vous avez des super de belles illustrations tout le long de ces livres-là. Et pour ceux qui sont fascinés par le Japon, mais aussi qui veulent sortir des sentiers battus, et qui veulent découvrir une autre facette du Japon, autre que les gratte-ciels de cristal et les robots et la musique électronique, ben vous avez ces livres-là qui vont vous aider à découvrir une autre facette du Japon. Et moi, bien sûr, via ma chaîne YouTube, j'ai pour mission aussi de vous faire découvrir un autre Japon, un Japon que vous ne connaissez pas, qu'on ne parle pas, et qui, quand vous achetez des livres à la librairie, vous n'allez pas trouver les informations que je vous donne ici sur cette chaîne. Donc, pour revenir à Ishino-Hoden, c'est dans la préfecture de Hyogo. C'est un gros mégalithe, OK? C'est en pierre, ça a été taillé
C'est pas naturel, je tiens à le préciser, vous allez voir dans la vidéo après, celle-ci, vous allez bien voir qu'il n'y a rien de naturel là-dedans. Et chose étrange, on a l'impression que cet énorme mégalithe-là flotte sur l'eau. Parce que il est autrement dit, installé dans un bassin d'eau. OK? Et on ne voit pas vraiment, il y a vraiment un grand jour, là, je pourrais dire qu'on ne voit pas où est le socle de ce... Bien sûr, il doit certainement avoir un socle, mais il y a des légendes qui disent qu'il n'y aurait pas de socle et que le monolithe, effectivement, serait en lévitation. On ne peut malheureusement pas vérifier parce que, bon, c'est impossible de vérifier, mais j'imagine qu'il doit avoir un socle, mais comment, après tant d'années, parce que ça date de plusieurs... je pense que c'est 2000 ou 3000 ans que c'est évalué, ce mégalithe-là. Donc, je pense que s'il y avait un socle, il me semble, je pense que le monolithe en question aurait basculé, mais bon, j'en ai pas la moindre idée, mais il est bien droit et on a vraiment l'impression, effectivement, qu'il est en lévitation au-dessus de l'eau. Donc, ça, c'est un point assez mystérieux que même les archéologues ont aussi beaucoup de difficultés à expliquer. Le pourquoi, le but de ce mégalithe-là, on ne le sait pas non plus. Ça ressemble en gros à une espèce... Vous savez, les anciennes télévisions, avant les télévisions à écran plat, là, bon, il y avait comme un canon en arrière, là. Donc, si on regarde ce mégalithe-là de haut en hauteur, on va avoir l'impression que ça ressemble à une espèce de télévision, si on pourrait dire ça comme ça. Donc, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun... je veux dire, ça représente rien, sauf peut-être de la géométrie sacrée, si on pourrait dire ça comme ça, parce qu'effectivement, il se dégage une certaine énergie de ce monument-là. Il reste que c'est quand même des formes triangulaires, c'est parfaitement taillé. Je me demande comment il faisait il y a 3000 ans pour tailler de la pierre comme ça, avec autant de précision. Donc ici, je pense que je peux vous montrer une image. Donc voilà, vous avez ici, c'est ça le bloc en question, c'est très gros. Vous allez voir dans la vidéo après. Donc c'est pas petit, hein, c'est pas quelque chose qu'on peut placer dans notre jardin, hein, c'est vraiment énorme. Donc un humain peut passer ici, là, juste en dessous. Donc vous voyez quand même la grosseur, c'est quand même pas petit. Et ça ici, il y a de l'eau tout le tour. Et on ne voit pas le socle. Je veux dire, on ne sait pas sur quoi ça repose exactement. Comme je vous dis, moi, j'essaie toujours d'être le plus possible rationnel. J'imagine qu'il doit y avoir un pilier central sur lequel le monolithe en question repose, mais qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Mais il n'y a aucune information qui nous dit qu'il y a un pilier central qui maintient le monolithe en place. Donc, selon la légende, apparemment, il serait en lévitation. Est-ce qu'il est vraiment en lévitation? On ne le sait pas. Bon, on peut toujours rester, on peut toujours rêver, hein, de choses qui sont mystérieuses. Donc voilà, ça c'est tout écrit en français. Hein. Vous avez beaucoup d'explications en français. Donc si vous voulez vraiment, vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite vraiment à commander ces livres-là. C'est très bien fait et ça vous permet aussi de comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est. Donc voilà, c'est un gros bloc de pierre taillé qui apparemment reposerait sur rien, qui léviterait sous l'eau, sur l'eau bien sûr. Et les gens vont visiter parce que oui, il y a un sanctuaire, hein, on peut se purifier, on peut faire une prière, tout ça. Les gens disent que si on va visiter ce lieu-là, ben, on va être purifié de nos imperfections, si on peut dire nos péchés, ou peu importe. Et bref, que ça nous amènerait aussi une bonne santé, une bonne chance et tout. Donc, les gens vont visiter cet endroit-là pour la purification. Mais comme je vous dis, il n'y a personne qui peut vraiment nous donner leur juste sur la réelle, je veux dire, l'utilité exacte de ce que ce monument-là signifie et le pourquoi. Pourquoi qu'ils ont construit ça? Pourquoi ils ont taillé ça? Qui exactement? On sait que ça vient de l'époque Jomon, mais bon, on sait que les Jomon étaient quand même assez spéciales parce que c'est eux qui faisaient aussi les fameux dogu, hein? Vous voyez un peu, là...
bon, de quoi ça a de l'air. Donc, c'était les mêmes gens, c'était pas des Japonais, je tiens à le préciser, parce que les Jomon, c'était une ethnie très différente des Japonais qu'on connaît actuellement. Les Jomon étaient un peu, je pourrais dire, plus du type polynésien ou amérindien. Donc, ouais, c'est ça, un peu, mais il y avait aussi peut-être un peu de sang sibérien. C'est assez difficile à savoir, mais bon, ils ne ressemblaient pas du tout aux Japonais actuels. Et ils sont très connus pour faire des poteries mystérieuses. Mais quand on se penche beaucoup plus sur la question, ben, ils avaient aussi la tendance à construire des choses qui étaient aussi mystérieuses et qu'on ne sait pas exactement quelle utilité que ça pouvait avoir. Et aussi la forme. Je dirais que moi, quand j'ai vu ce monument-là, j'aurais très bien pu faire passer ça pour de l'art contemporain, parce que, bon, on sait, les artistes contemporains, c'est beaucoup de l'art abstrait, ça signifie rien, c'est des choses qui sont là pour décorer, qui sont ça, mais ça n'a aucune signification particulière. Donc, quand on voit ce monument-là, ben, on regarde ça, on dit, ben ouais, qu'est-ce que ça signifie exactement? C'était quoi l'utilité? Bon, je ne pense pas que les Jomon, c'était des gens qui s'amusaient à faire de l'art contemporain. Je pense qu'il y avait d'autres choses, je me trompe peut-être, mais je pense qu'il y avait probablement d'autres choses en tête, parce que selon la théorie en cours, les Jomon étaient supposément des chasseurs-cueilleurs. Donc, quand tu es chasseur-cueilleur, je pense que tu as autre chose à faire que de t'amuser à faire de l'art contemporain et des choses, surtout de cette envergure-là. C'est énorme, c'est juste énorme. Donc, je vois pas l'idée de faire un truc comme ça qui n'a aucune utilité. Il devait certainement avoir une utilité à ce monument-là. Donc, je vous laisse après, parce que vous allez voir la vidéo que je vais mettre, qui va suivre juste après ceci, parce que ça, c'est l'introduction. Je tiens à vous introduire, vous faire connaître ce que c'est Ichi-no Hoden et c'est quoi exactement. Donc, après ça, vous allez voir la vidéo, vous allez me voir commenter. Je vais aussi à la fin laisser des photos que j'ai prises. Donc, laissez-moi dans les commentaires vos impressions. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je suis toujours ouverte à découvrir ce que d'autres personnes peuvent penser de ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, vos opinions là-dessus. Qu'est-ce que ça pouvait bien servir il y a 2-3 000 ans, un truc pareil? Et c'est ça. Donc, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, OK? Ça m'aide. Ça ne coûte rien, hein, je vous dis. Hein, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Vous vous abonnez, un petit like, ça me fait du bien. Ça m'aide aussi, parce que si vous voulez que j'entretienne la chaîne et que je poste régulièrement des vidéos, ben, il faut aussi m'encourager, parce que s'il n'y a personne qui me regarde, il n'y a personne qui commande, il n'y a personne qui s'abonne, ben c'est pas stimulant pour moi. Et je me dis, ben là, j'ai l'impression de parler toute seule. Hein? Donc, la meilleure façon pour vous de participer, ben, c'est tout simplement de vous abonner, ça ne vous coûte rien. Puis, ben, communiquer, laisser des commentaires, un petit pouce en l'air, ça fait du bien. Donc, je vous laisse sur la vidéo et on se redonne rendez-vous pour une autre vidéo au sujet du Japon. Merci. Sayonara. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Animal Tsunami. Aujourd'hui, je visite un site, ben, c'est un sanctuaire Shinto, mais ils ont, je pourrais dire, ça se nomme Ichi-no Hoden, c'est un mégalithe. On ne sait pas exactement comment il est arrivé là. On voit bien que c'est... bon, je vais m'approcher un peu, je dois faire attention parce que vous voyez, là, il y a... OK, je ne veux pas tomber à l'eau non plus. Vous voyez, ça donne l'impression que ce mégalithe-là flotte. Bon, il ne flotte pas vraiment, OK, mais il est entouré d'eau, comme ceci. Et vous voyez très bien que c'est forcément, je pourrais dire entre parenthèses, usiné. Bon, ça a plus de 3000 ans. Ça date de la période Jomon, si on regarde bien sur l'histoire du Japon. Donc, l'histoire commence à la période Jomon. Donc, ce mégalithe-là date de cette période-là. Et on voit bien là, que ça a été taillé par des mains, disons, humaines. Bon, il y a des théories plus ou moins farfelues. Il y en a qui disent que ça viendrait des extraterrestres. Bon,
je ne veux pas m'avancer trop là-dessus, hein, mais bon, ça reste que c'est quand même très mystérieux. Surtout à cette époque-là, comment ils ont pu avoir transporté, il y a 2-3 000 ans, hein, période Jomon, comment ils ont pu transporter ce bloc-là et qu'ils l'ont placé comme ça ici. Je ne sais pas vraiment comment ils ont pu avoir fait, parce que c'est énorme. Hein? Malheureusement, la vidéo ne donne pas justice, mais ici, vous pouvez voir, ça c'est le temple, le sanctuaire, okay, qui a été construit juste en face. Ça, c'est le petit hôtel pour faire la prière. Et puis, voilà. Donc, ça peut vous donner un peu l'idée de la grosseur que ça a. On voit que sur le dessus, il y a même des arbres qui ont poussé. Donc, j'ai pas la moindre idée à quoi ça pouvait servir. Bon, j'avance un peu, je vais faire attention, c'est très étroit. Ok, bon, ici c'est un peu plus large. Donc voilà. Et le derrière, voilà, ça fait comme une espèce de pyramide. Voilà, comme ça. Bon, la corde ici, c'est purement décoratif et bon, les shintoïstes utilisent ces cordes-là quand c'est un objet sacré. Donc, bien sûr, le mégalithe est sacré pour les Japonais. Hein, il faut, Donc voilà, ça ressemble un peu, je pourrais dire, à une ancienne télévision, là. Le derrière d'une télévision. Donc c'est un peu ce que ça ressemble, en tout cas selon moi, là, ce que je peux voir. Je sais vraiment pas qu'est-ce que ça signifie. Bon, disons, à la période du Jomon, il n'y avait pas de télévision. Ça, c'est certain. Mais bon, ça ressemble, grosso modo, ouais, à un derrière d'ancienne télévision, là. Avant les écrans plats. Donc voilà. Là, je suis complètement en dessous. C'est vraiment énorme. Donc, ça date de la période des Égyptiens. La période Jomon, c'est à peu près ça. C'est l'époque des pharaons en Égypte, là, et tout ça. Donc, et voilà, c'est un petit hôtel, Shinto. Donc voilà, je fais le tour. J'ai fait le tour, là. Pas mal. Je vais arriver au point de départ. Donc, je vous fais visiter, comme ça. Voilà, donc, je fais toujours attention parce que c'est très ancien. Hein? Le site est très ancien. Je ne veux surtout pas laisser tomber mon... Bon, ici, ça dit que l'eau, elle est supposément miraculeuse. Ouais, j'ai emmené des petites bouteilles, là. Je vais récolter un peu d'eau aussi, là, tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il y a des arbres qui ont poussé. C'est super vieux. Mais on voit quand même que c'est pas un rocher naturel, là. On le voit bien, là. Donc, vous avez fait le tour. Bon, c'est impossible que la nature ait pu façonner quelque chose de ce genre-là. C'est fait des mains d'hommes, ça c'est certain. Et là, je le vois de mes propres yeux. C'est pas naturel. C'est vraiment pas naturel. Ça a été taillé. Pour une raison ou une autre, je ne sais pas à quoi ça pouvait servir. Mais, en tout cas, c'est là. Les archéologues, ça reste que les archéologues ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est. Ben, disons, à quoi ça pouvait servir. Il y en a qui disaient que c'était peut-être pour faire un tombeau, mais non. Parce que, justement, le mégalithe est plein. Et, disons que c'est abstrait. Hein? Ça signifie absolument rien, à part peut-être une télévision. Donc, ça symbolise absolument rien. Donc, voilà. Donc, Ishino-Hoden, c'est près de Himeji, dans la préfecture de Hyogo. OK, c'est pas très loin de Osaka non plus. Donc, c'est l'un des mystères archéologiques du Japon, toujours non résolus. On ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est, à quoi ça servait. Ça date de l'époque Jomon, ce qui veut dire entre 2000 et 3000 ans. Ce n'est pas un rocher naturel, ça a été taillé de main d'homme. Donc voilà. Il fait très chaud aujourd'hui, il doit faire au moins 35 degrés Celsius ensoleillé. Donc merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus davantage sur le mégalithe et sur la période Jomon. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Donc merci et au revoir. N'oubliez pas de partager.